Bonjour à tous, lecture de la partie 6 de la contre-initiation en Occident. À la suite de Descartes, nous voyons les encyclopédistes développer la pensée analytique, s'appuyant sur un moralisme coutumier. La littérature scientifique retranscrit les réflexions et les expériences sur l'étude de la nature et de la matière. L'idéologie politique se doit d'élaborer un projet social. Les encyclopédistes se réunissaient dans des salons féminins tels que ceux de la duchesse du Maine ou de la marquise de Lambert. Il y régnait par là même ce qu'il est convenu d'appeler un régime matriarcal. Parmi les plus connus, nous trouvons Denis Diderot, qui s'était destiné à la prêtrise, mais qui, après de violentes fièvres, s'enthousiasma pour les sciences nouvelles et se prit d'un dégoût pour la théologie selon ses propres termes. Jean Leron, dit d'Alembert, quant à lui, était un expérimentaliste, convaincu, jugeant comme seule connaissance valable celle pouvant être démontrée par des phénomènes observables. Diderot, lui, acceptait de croire en Dieu si on le lui faisait toucher du doigt. L'abbé Étienne Bonneau de Condillac, auteur du traité des sensations, attribuait la présence de l'intellect à l'ensemble des sensations. Participent aussi à l'élaboration de l'encyclopédie Voltaire et Montesquieu. L'entreprise trouvera un allié de poids en la personne de Turgot, fils du prévôt des marchands, devenu ministre des Finances sous Louis XVI. Adversaire acharné du compagnonnage, il obtiendra du roi un édit visant la suppression des maîtrises et des jurandes. Elles seront rétablies seulement quelques mois après la chute de Turgot, les réformes sociales de ce dernier ayant été désastreuses sauf pour les spéculateurs. Corrélativement à cette époque d'expansion de la bourgeoisie apparaissent des théories économiques annonçant une société et un mode uniquement préoccupé des aspects commerciaux. Ceci n'étant pas sans rapport quant à l'appartenance sociale de la presque totalité des encyclopédistes. À l'origine de cette tendance, François Quenet, médecin de Louis XV, créateur de la physiocratie, est considéré comme le promoteur de l'économie politique moderne. Ces idées reprises par les encyclopédistes le seront ensuite par les révolutionnaires membres du groupe des physiocrates tels que Mirabeau. Ce sont les encyclopédistes qui préparèrent les événements de 1789. Robespierre appellera ce courant d'idées la préface de la Révolution. Il faudra tout le machiavélisme contre-initiatique pour en faire attribuer la paternité à la franc-maçonnerie et créer un climat soigneusement entretenu de déchirement avec l'Église. Mais comme toujours, la grande majorité dresse l'oreille aux vociférations de quelques brailleurs dévoyés et déguisés. D'ailleurs, les usurpateurs de la devise Liberté, égalité, fraternité avaient une conception bien à eux quant à son application dans le domaine social. Ils montreront une rare intolérance, n'admettront aucune contestation de leurs idéaux de bienfaiteurs. Se refusant à admettre le droit le plus élémentaire à des aspirations différentes, ils réprimeront avec la plus incroyable violence ceux qui ne désiraient en aucune façon vivre selon les idées qu'on leur imposait de force. À l'appui de notre propos, les guerres de Vendée en fournissent l'exemple le plus tragique. Elles viseront à faire disparaître un mode de vie traditionnel ayant réussi à se maintenir dans la continuation du Moyen Âge. Au XVIe siècle, la réforme n'arrivera pas vraiment à s'implanter en Vendée. À l'exception de quelques nobles, le mouvement toucha surtout une importante partie de la bourgeoisie. Le clergé et la noblesse assument légitimement leurs fonctions respectives. Loin de ressembler aux abbés de cour toujours disponibles, le prêtre vendéen est respecté et reconnu par tous comme le père spirituel. Le seigneur se montre attentif à tout ce qui touche la vie du paysan et réciproquement ce dernier lui assure sa fidélité.
La noblesse vendéenne représente l'antithèse de la noblesse versaillaise. Elle ignore la cour et n'aime pas ceux qui s'y font représenter. Il y règne une grande solidarité, toutes les familles sont unies par les liens de parenté, et ce sans attacher d'importance à l'inégalité des fortunes. La Vendée ne s'était pas soulevée lors de la mort de Louis XVI, ni n'avait tenté de faire libérer Louis XVII, tout comme elle ignorait la cour, elle ignore la Révolution. Ce sont les mesures visant à la destruction d'un monde qui n'aspirait qu'à vivre en paix qui déclencheront les insurrections. À l'origine, la loi du 12 juillet 1790 sur la constitution civile du clergé. Les prêtres constitutionnels sont rejetés, véritables traîtres à leur sacerdoce. Désignés sous le terme d'intrus, ils ne peuvent se déplacer sans la protection des autorités révolutionnaires qui, profitant de l'exaspération grandissante, exerceront leur répression en commettant des exactions, profanant les églises et volant les objets du culte. Un décret d'août 1791 voue le métal des cloches à la fabrication de la monnaie. Comble du cynisme, il est demandé aux Vendéens de verser leur sang aux frontières pour sauver la patrie en danger. Les églises continuent d'être saccagées. Des femmes vociférant représentant la déesse Raison parcourent les rues en habits sacerdotaux en parodiant la messe, multipliant en l'occurrence les fêtes de l'âne. La noblesse refusant cette atteinte à la légitimité spirituelle et déjà largement suspecte aux révolutionnaires sera déclarée rebelle et ses biens seront spoliés arbitrairement. Les bourgeois, les négociants ou les fonctionnaires, tous acquis aux nouvelles idées, pourront racheter à bas prix toutes les terres. Ces parvenus se montreront d'une insolence rare vis-à-vis du peuple dont ils étaient pourtant sortis. Ils se rendront odieux à la paysannerie et aux artisans qui se joindront à la noblesse. Devant le refus du bien-être révolutionnaire et de la conscription nationale, les opposants vendéens devront disparaître. Le texte du 1er août 1793, rédigé par la Convention, est instructif à cet égard. Je cite. Il sera envoyé en Vendée des matières combustibles de toutes sortes pour incendier les bois, les taillis et les guenets. Les forêts seront abattues, les repères de rebelles anéantis, les récoltes coupées et les bestiaux saisis. La race rebelle sera exterminée, la Vendée détruite. Fin de citation. L'application de ce vibrant plaidoyer démocratique et républicain sera effectuée par les armées révolutionnaires auxquelles s'attachera bientôt le surnom de colonnes infernales. Responsable des noyades de Nantes, un Carrier n'avait-il pas déclaré, je cite, « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon. » Fin de citation. En 1794, on libérera du bagne de Brest plusieurs centaines de galériens déguisés en chouans, portant scapulaires et chapelets afin d'y commettre les pires atrocités dans les régions insoumises et de discréditer la chouannerie. À la demande du comité de salut public, Robespierre, Collot d'Herbois, Barrère, Fouché, le chimiste Fourcroy rédigea un rapport sur les possibilités scientifiques d'extermination des Vendéens. La démonstration de cette volonté de détruire tout ce qui pouvait subsister des structures traditionnelles sous le couvert de l'instauration d'un bonheur social nous a donc été fournie par la pénible relation des guerres de Vendée. Les révolutionnaires ayant fini par s'entretuer, la bourgeoisie sera la grande bénéficiaire du bouleversement opéré. L'ère de la finance et de l'industrie pourra se développer sans discontinuer, sans souci des différentes formes de gouvernement apparemment contraires. La philosophie rationaliste accompagne l'ère industrielle. L'envahissement du matérialisme subjugue la société moderniste.
Une fois solidifiée, celle-ci se trouve transformée en materia prima inversée. Coupé du ciel, il reste pour la contre-initiation à y opérer les fissures nécessaires. Les forces de dissolution réduisent progressivement le monde moderne en poussière, qui s'écoule inexorablement comme dans un gigantesque sablier. La continuation de ce courant destructeur se servira de la révolte contre l'industrialisation, entre parenthèses, semblant de l'ordre du progrès, que constitua le romantisme. Déjà la préfiguration se trouvait dans l'œuvre d'un Jean-Jacques Rousseau qui, dès 1775, employait le terme de romantique, le définissant par rapport aux sensations, mélange de rêverie et de sentimentalisme. Le terme romantique, repris à l'anglais romantic, venant lui-même du substantif français roman, désignant un récit médiéval. Toujours en réaction contre la société éprise de classicisme, les romantiques se passionneront pour le Moyen Âge, mais ils feront preuve à son égard d'une incompréhension totale. Les premiers signes d'intérêt pour le passé gothique viendront de longues contemplations de ruines telles que celles des monastères en Angleterre. Il restait en effet plusieurs centaines de ruines datant du règne d'Henri VIII, où les hommes de cour, s'intitulant les Hommes nouveaux, transformèrent les édifices religieux en carrières, s'appropriant à bon compte les pierres pour servir à la construction de leurs manoirs. Ces méditations se muent en mélancolie profonde et en sensibilité larmoyante, ce qui aboutira au style funéraire néogothique. Le germe de désagrégation que porte le romantisme s'épanouira sous ce que l'on désigne habituellement le romantisme noir. La nature n'est pas prise comme symbolisant l'ordre divin, elle se résout seulement en une contemplation figée. Elle devient de ce fait vite banale et à court de sensations. Les peintres romantiques créeront des œuvres toujours plus exagérées, grandissant la nature, amplifiant les paysages dont la réalité première ne leur suffisait plus pour assouvir un émerveillement devant être renouvelé continuellement. Ce besoin de nouveaux paysages donnera naissance à l'orientalisme. L'Orient se doit d'offrir de nouvelles visions, donc de nouvelles sensations plus intenses. Cet attrait du pittoresque suscitera ensuite l'intérêt pour les découvertes archéologiques. Étouffant dans la société désacralisée, marginale, le romantique, en dehors des masses ouvrières, se veut individualiste. Ses aspirations confuses le poussent vers une vie errante à la campagne. Solitaire et déraciné, il trouve refuge dans les paradis artificiels où s'évade par le suicide. Le mouvement romantique, sans aucune foi religieuse, est la recherche d'un paradis perdu. Se lançant dans une débauche morbide, fasciné par le laid et le grotesque, il s'oriente vers un spiritualisme sulfureux. La révolte contre la société prend les traits d'un Lucifer libérateur. Ses croyances hybrides amèneront le spiritisme et le messianisme révolutionnaire de 1848 à travers les idées d'un Fourier qui considérera sa mission par rapport au christianisme comme celle d'un postcurseur, rien de moins. Le romantisme, comme d'autres courants de dissolution, à leur début se voudra avant-gardiste. D'après Guénon, le chapitre 6 de la Genèse pourrait peut-être fournir sous une forme symbolique quelques indications se rapportant à ces origines lointaines de la contre-initiation. Le thème de la révolte des anges apparaît dans la littérature romantique peu après la traduction du livre d'Enoch en 1821 par l'évêque anglican Richard Lawrence. Dans le manuscrit éthiopien, les anges révoltés descendus sur le mont Hermon, mont de l'anathème, s'unissent aux filles des hommes. De cette union naissent les géants, entre parenthèses, kshatriyas révoltés. Les anges rebelles enseignent leur descendance. L'un d'eux, Hermonie, leur apprend la sorcellerie et la façon de construire les tours. Un peu plus loin dans le texte, Enoch parle de sa fonction qui est de contrecarrer les plans et les actions des veilleurs, entre parenthèses, anges révoltés.
En islam, Idriss, Enoch, peut être identifié au mystérieux Khidr. Quand on sait le lien unissant le cheikh Yahya Abdelwahid et Khidr, on comprend la teneur précise d'ouvrages tels que le règne de la quantité et les signes des temps. Les romantiques interpréteront le livre d'Enoch d'une curieuse façon, mélangeant allègrement spiritualisme douteux et mysticisme social, le tout formant un édifiant exemple d'inversion. Les anges déchus se sacrifiant pour apporter le bonheur à l'humanité donnent ensuite leur science aux géants, ces nouveaux élus devant par ces moyens supplanter Dieu. Il n'y aurait pas eu le péché originel si Dieu, entre parenthèses la société, la bourgeoisie, refusant le bien-être au plus grand nombre, avait accepté d'être l'égal de tous. D'après donc ce genre de raisonnement, la seule voie pouvant amener au salut du monde serait celle de la révolte contre l'ordre divin. Le romantisme, comme tout mouvement soi-disant innovateur, n'aura été qu'une étape accentuant le déséquilibre allant toujours croissant du monde profane. Nous arrêterons là notre étude que nous ne considérons point comme exhaustive sur la contre-initiation en Occident. On se sera rendu compte néanmoins que sous le flot apparemment clair et sirupeux déversé par l'histoire officielle, se cache en réalité une boue fétide. Voilà, fin de ce chapitre sur la contre-initiation en Occident. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.